Guerre contre Gaza. La prise de pouvoir du Hamas à Gaza a fait sortir la Maison-Blanche et l'Union européenne de leur léthargie et les a ralliés au mot d'ordre « Il faut sauver le président Mahmoud Abbas ». Elles ont avancé des propositions qui, adoptées quelques années avant, auraient sans doute pu influer le cours des événements. Débloquer l'aide à l'autorité palestinienne, alléger les souffrances des populations civiles, pousser à l'ouverture des négociations. Même Ehud Olmert a semblé découvrir soudain en Abbas un partenaire pour la paix. Après de longues années de laisser-faire, le président Bush a convoqué à Annapolis, le 27 novembre 2007, un sommet pour la paix, avec le battage médiatique habituel. Une nouvelle fois, ce sommet n'était que de la poudre aux yeux. Le président Bush n'avait-il pas promis la création d'un État palestinien avant la fin 2008 ? Annapolis se révélera, comme nom d'autres sommets, un village Potemkin de la paix, un faux semblant auquel les politiques et les journalistes feront semblant de croire pendant quelques mois. On se rappelle en effet qu'en janvier 1787, le ministre de la guerre de la tsarine Catherine II l'avait invité à visiter des nouvelles provinces récemment conquises par la Russie. Il aurait alors, selon la légende lancée par le biographe de Potemkin, implanté de faux villages de carton-pâte tout au long du parcours de la tsarine pour lui faire croire que ses paysans étaient heureux. Pendant que l'on philosophait sur la paix, les dirigeants et militaires israéliens, ébranlés par leur défaite de l'été 2006 au Liban, préparaient déjà la prochaine guerre, celle de Gaza. Cette offensive, redoutée ou attendue depuis longtemps, a signé l'arrêt de mort du cessez-le-feu, négocié entre Israël et le Hamas sous l'égide d'Israël et entré en vigueur le 19 juin 2008. Ces effets avaient pourtant été spectaculaires, comme le confirment les statistiques du ministère israélien des Affaires étrangères. Alors que le nombre de roquettes tombées sur Israël avait culminé à 257 en février, il était tombé à 1 en juillet, à 8 en août, à 1 en septembre et 2 en octobre. C'est une opération israélienne dans la nuit du 4 au 5 novembre, ciblant des militaires du Hamas et faisant plusieurs tués, qui a provoqué le regain des hostilités. En représailles, 124 roquettes sont tirées contre Israël. Ainsi, contrairement à ce qu'on ne cesse de répéter les responsables israéliens et aussi français, c'est le gouvernement d'Olmert qui a pris la responsabilité de rompre la trêve, ce qu'a confirmé le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies dirigée par le juge Richard Goldstone. D'autre part, les négociateurs égyptiens avaient assuré aux Palestiniens que les points de passage entre Israël et Gaza seraient rouverts progressivement à partir du début de la trêve. Le contraire s'est produit. La population de Gaza a été soumise à un blocus. Cela a emmené les instances internationales à s'inquiéter et à protester contre ce qui apparaissait comme une punition collective. Le 9 décembre 2008, l'expert de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens, Richard Falk, affirmait que la politique d'Israël à l'encontre des populations de ces territoires s'assimile à un crime contre l'humanité. Le samedi 27 décembre 2008, l'aviation israélienne lance ses premiers raids meurtriers contre Gaza. Selon les autorités israéliennes, les lieux visés sont des centres de commandement du Hamas et de ses forces armées. Le bilan de cette journée s'élève à plus de 270 morts et plusieurs centaines de blessés. Dans les jours suivants, les bombardements s'intensifient et dans la nuit du samedi 3 janvier 2009 commence l'offensive terrestre à Gaza, qui devait durer 2 semaines. Au total, 22 jours de combat qui ont fait près de 1400 morts du côté palestinien. 1 millier de non-combattants, dont une centaine de femmes et plus de 300 jeunes de moins de 18 ans. Au moins 5000 blessés
contre 13 morts israéliens. Pendant toute l'offensive, le gouvernement israélien a interdit aux journalistes d'entrer dans le territoire. Seuls quelques-uns déjà sur place purent évoquer les destructions d'immeubles, d'écoles, de dispensaires, de casernes, de pompiers, etc. Les responsables étrangers qui se sont rendus sur place après les combats ont été frappés par l'ampleur des ravages. Ceci n'était pas dû au hasard. L'armée israélienne a appliqué ce qu'elle nomme la doctrine d'Ahiya, du nom du quartier sud de Beyrouth qui abritait les bureaux du Hezbollah, selon laquelle il faut détruire un quartier ou un village entier du moment qu'il abrite des terroristes qui tirent sur Israël. Répétée à Gaza en 2008-2009, elle correspond à ce que le droit international qualifie de crime de guerre, ce que confirmera le rapport de la Commission des Nations Unies présidée par le juge sud-africain Richard Goldstone, rendu en septembre 2009. Elle est désormais ouvertement revendiquée en Israël. Dans une lettre de 2007 au Premier ministre Olmert, l'ancien grand rabbin séfarade Mordechai Eliaou expliquait qu'il n'y avait aucune interdiction morale à tuer de manière indiscriminée des civils durant une éventuelle offensive contre Gaza visant à arrêter le lancement des roquettes. Cette offensive avait un double objectif électoral et stratégique. Dans le cadre de la campagne pour les élections générales du 10 février 2009, le gouvernement, notamment le ministre de la Défense Ehud Barak, voulait faire la preuve de sa fermeté et effacer le souvenir du désastre de la guerre du Liban de 2006. Ce calcul va se révéler aussi faux qu'en février 1996. Le Premier ministre d'alors, Shimon Peres, avait lancé une offensive contre le Liban. Raisin de la colère, resté célèbre pour le massacre de Cana. Une centaine de réfugiés libanais tués, dans l'espoir de gagner les élections qui se préparaient. Résultat, Benjamin Netanyahou avait remporté le scrutin et était devenu Premier ministre. L'histoire s'est répétée et Benjamin Netanyahou l'a à nouveau emporté en 2009. L'autre objectif du gouvernement israélien était d'affaiblir durablement le Hamas sur les plans militaires et politiques. Il prétend l'avoir atteint et avoir infligé aux terroristes, entre parenthèses, une bonne leçon. Est-ce si clair? La tactique de bombardement massif et d'évitement des combats rapprochés, la troisième phase de l'opération, jamais mise en œuvre, comprenait l'assaut des fantassins à l'intérieur des villes, à limiter les pertes de l'armée, mais elle n'a pas permis de désintégrer le noyau militaire du Hamas, entre 3 000 et 5 000 combattants aguerris. Comme le Hezbollah en 2006, l'organisation a été capable, jusqu'au dernier moment, de tirer des roquettes. Et ses lignes d'approvisionnement en armes ont été maintenues, quoiqu'à un niveau moindre. Quelles que soient les critiques formulées à l'égard de la stratégie de l'organisation islamiste, y compris contre les tirs de roquettes visant des civils et dénoncés par la commission Goldstone comme des crimes de guerre, l'immense majorité de la population palestinienne rend le gouvernement israélien responsable des destructions. Et Gaza est resté sous contrôle du Hamas. Durant cette crise, l'Union européenne s'est alignée sur la position israélienne. Le dimanche 18 janvier 2009, alors que les premiers journalistes occidentaux transmettaient des images d'un Gaza lunaire, on pouvait voir sur les écrans de télévision le Premier ministre Olmert se féliciter devant 6 dirigeants européens, dont Nicolas Sarkozy, de leur soutien extraordinaire pour l'État d'Israël et de leur préoccupation pour sa sécurité. Rétrospectivement, le rehaussement des relations entre l'Union et Israël, décidé mi-décembre 2008 à l'initiative de Paris,
apparaît comme un feu vert à l'opération de Gaza. La lutte contre le terrorisme islamique semble fonder cette alliance au relent de croisade. Rappelons les égarements de Silvio Berlusconi, expliquant à Jérusalem: quand j'entends dire que des roquettes ont été tirées sur Israël, je le ressens comme un danger pour l'Italie et pour l'ensemble de l'Occident. Ainsi que ceux du directeur de l'Express au 14 janvier 2009, écrivant que l'armée israélienne se bat pour notre tranquillité. Une partie de la droite expliquait déjà dans les années 80 que le gouvernement de l'apartheid se battait pour nous, en Afrique australe, contre le communisme, l'Union soviétique et Cuba. Sans atteindre de tels excès, le président Nicolas Sarkozy a expliqué à maintes reprises que le Hamas portait une responsabilité lourde dans cette guerre car il avait rompu la trêve, ce qui constitue, nous l'avons vu, une contre-vérité. Une guerre sans objet a conduit à une défaite morale d'Israël, titrait lucidement l'hebdomadaire britannique The Observer le 18 janvier 2009.